Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Qui de Modou Diagne Fada ou d'Aïda Mbodj sera le président du groupe parlementaire de l'opposition? Le bureau de l'Assemblée nationale est appelé à trancher la question. Hier, les deux responsables du PDS ont tous déposé le nom de leur groupe parlementaire, mais l'affaire n'avait pas été ou n'avait pas de suite. Il y a eu même des médiations cette nuit pour amener les deux camps à trouver un compromis. Pour l'heure, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui est en train de traiter la question. Les choses se font en ce moment à huis clos. Daouda Diouf, vous êtes en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour Antoine. Avant de dire quoi que ce soit, démarrons par cet incident qui s'est produit ce matin avant les travaux de l'Assemblée nationale. Exactement, Antoine, vous l'avez dit, donc c'est un moment où les membres du bureau de l'Assemblée se réunissaient donc dans une salle, Aïda Mbodj qui porte donc la liste de libéraux et démocrates, une liste, donc une autre liste, et s'est rendu compte que Moustapha Diakhaté, président du groupe Benno Bokk Yakaar, est entré donc dans la salle. Aïda Mbodj aussi a voulu entrer dans la salle, forçant donc le passage, malgré donc les injonctions du président Moustapha Niasse. Aïda Mbodj retourne pour lui dire que Moustapha Niasse est donc président du groupe Benno Bokk Yakaar qui a été envoyé par Macky Sall, qu'elle, Aïda Mbodj aussi, elle est présidente d'un groupe dénommé Libéral Démocrate, envoyé donc par Abdoulaye Wade. Donc ils ont tous la même légitimité. Donc si Moustapha Diakhaté assiste à la réunion, elle aussi elle a le droit donc d'assister à cette réunion, mais non, depuis donc Moustapha Niasse, les membres du bureau qui ont demandé tout bonnement de sortir. Moustapha Niasse a même regretté le fait qu'Aïda Mbodj puisse entrer dans la salle, donc pour donc venir perturber la réunion. La réunion a été suspendue pour quelques minutes, le temps de la faire sortir, et au moment où je vous parle, vous l'avez dit donc, les travaux ont repris. Modou Diagne Fada aussi. Et dans son bureau, quand donc les informations que nous avons venant de lui, il a dit qu'en tant que membre du bureau de l'Assemblée, il devait assister à la réunion, mais donc pour ne pas être jugé parti, il a préféré ne pas assister à cette réunion. Il s'est retrouvé donc dans son bureau en attendant le verdict. Vous l'avez dit, donc c'est à huis clos que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni donc ici, à huis clos. Donc vous comprenez par là que la presse donc n'est pas la bienvenue, même au sein de l'hémicycle. Nous sommes donc restés en face donc de l'Assemblée nationale pour voir un peu ce qui va se passer entre Aïda Mbodj et Modou Diagne Fada, qui va être le président du groupe parlementaire libéral et démocratique Antoine Diouf. Merci Daouda Diouf en direct de l'hémicycle. Vous étiez donc en direct de l'Assemblée nationale. Sur cette affaire de groupe parlementaire, les libéraux de Mbacké appellent les responsables à taire leur querelle. Ils n'ont pas manqué d'accuser le pouvoir d'ingérence. Correspondant au Papa Balagaï. Déplorable les moments de doute que vive le Parti démocratique sénégalais. Une situation qui indispose les militants du département de Mbacké. Amadou Bamba Diouf, secrétaire général de l'UJTR du département de Mbacké. Au niveau des partis politiques, il faut qu'il y ait des débats internes. Mais ce qu'on déplore, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. On pouvait se positionner en sentinelle et éviter à ce qu'on arrive à cette stade. Mais peut-être Abdoulaye Wade a fait raison de créer ces circonstances pour qu'il y ait un jeu politique au niveau de l'Assemblée nationale. Mais là, on a à déplorer le comportement du président Moustapha Niasse, parce que quoi qu'on puisse dire, sa responsabilité, sa tâche de président devrait l'amener à pouvoir assumer face à une situation quelconque. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est pas souhaitable. Et nous, l'UJTR, pour ce qui nous concerne, je pense qu'on fait à ce qu'il y ait entente entre les deux partis. Pour ceux qui sont avec Fada, pour ceux qui sont avec Aïda Mbodj. Non sans dénoncer les agissements et conflits d'intérêts, Aïda Gaye tire la sonnette d'alarme. Selon la chargée des femmes de la Fédération PDS de Touba, le parti va droit au mur. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale doivent savoir que c'est nous, les départementaux, qui lui ont donné le voix pour qu'il est à l'Assemblée nationale. Et éviter surtout le gouvernement. Parce que le gouvernement a intérêt de nous partager. Et c'est pas bon pour nous. Mais c'est pas le moment que ici, que là-bas, que le dernier mot, toujours, revient au secrétaire général. Parce que c'est lui qui nous donne les places du monde. Même si les guerres de positionnement minent le parti, pour la direction du groupe parlementaire, le pouvoir est pointé du doigt, avec comme objectif diviser pour mieux régner. Papa Balagaï, Mbacké, Radio Futur Média. Fada, deux dinosaures politiques, leur ascension a été fulgurante au sein du PDS et dans l'appareil d'État. La première, tout comme le second, ont pu occuper d'importants postes ministériels sous le magistère d'Abdoulaye Wade. Parcours politique croisé d'Intergallo. Modou Diagne Fada, ce jeune loup dans l'angle, n'est certainement pas n'importe qui dans le Parti démocratique sénégalais. Son ascension auprès des Wade s'est faite de façon fulgurante, de l'université à l'opposition, en passant par des postes ministériels. Fada est redevable à Wade pour sa visibilité dans l'espace politique.
il l'a placé sur orbite. Entre 2000 et 2003, l'enfant de Darou Murti était au summum de sa gloire politique, illustré par la Troïka au sommet de l'État que les Sénégalais appelaient Gorgui, Ngorsi et Gounegui. C'est lors de sa traversée du désert qu'il avait mis en place au Haroui pour éviter le naufrage politique. Grâce à Haroui, il a eu à récolter des postes de député et prouver à suffisance son poids politique dans le Languerneau. Sauf que sa base de Darou Murti ne lui est pas totalement favorable, talonnée par d'autres responsables politiques à Murti. Tout le contraire de Aïda Mbodj qui contrôle totalement Bambey. La lionne du Baol qui a rallié le PDS s'engage au combat. À la guerre comme à la guerre, elle n'hésite pas à bombarder et à caricaturer ses adversaires politiques. N'est-ce pas elle qui avait surnommé Abdoulaye Wade Fantomas dans l'adversité politique, aux côtés de Wade aujourd'hui, avec la même pugnacité, elle combat Macky Sall. C'est elle qui a initié une pétition contre la détention arbitraire, ce qui lui a valu la reconnaissance auprès des Wade. C'est pourquoi, aux yeux du PDS, elle est plus loyale que Fada. Aïda Mbodj a obtenu la bénédiction du pape du Sopi pour diriger le grand groupe parlementaire, mais la bénédiction à elle seule ne suffit pas. Il y a le règlement intérieur, il y a également la velléité du pouvoir à jouer Fada contre Aïda. Binta Diallo dans ce direct dans ce midi. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM, Antoine Diouf. Matam, la nomination d'un nouveau chef de village à Dondou a créé une vive tension dans cette plus grande localité du Dondé-Mayo. Surpris par la décision du sous-préfet de Ogo, des notables ont interpellé les autorités administratives de Matam et préviennent sur les risques possibles. Du côté de l'administration, on précise tout simplement que la procédure est légale et démocratique. Explication à Matam Ali Banelnian. Une décision des autorités administratives qui est à l'origine d'une vive tension à Dondou. Dans cette plus grande localité du Dondé-Mayo du département de Matam, le remplacement du défunt chef de village est au centre d'une vive polémique qui a fini de déchirer des familles entières. À la grande surprise, un des prétendants débarque avec un arrêté dûment signé par les autorités, le nommant chef de village de Dondou. D'où cette révolte des populations, notamment des notables venus interpeller directement les autorités à Matam. Sidi Gueye est leur porte-parole. Ils sont basés sur le procès-verbal de consultation des chefs de carré de Dondou et encore sur une proposition du sous-préfet de Ogo. On demande à monsieur le président de la République, Macky Sall et son gouvernement, comment on arrêté pour venir qu'on a accepté que tel ou tel individu soit un chef de village. Ou bien est-ce qu'un sous-préfet a les capacités de proposer un village pour avoir son chef? Donc le village il y a 2 camps, voire 3 camps. On ne peut pas rester à un jour directement pour dire qu'on a nommé monsieur tel. On a écrit en bas de la page le présent article n'est exécutoire qu'après son approbation par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et le soi-disant Bokar Konté, il a dit qu'il va être un chef du village par la force sous l'aide du préfet et du sous-préfet et littéralement. Et le 31 octobre, si toutefois qu'ils veulent improviser Bokar pour être un chef de village, tout le village va se soulever. Du côté de l'administration locale, on apprend que la nomination de Bokar Konté est l'issue d'une procédure légale, réglementaire et démocratique à la suite des consultations électorales et a dégagé la majorité des chefs de carré. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Fini le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le dernier vol retour est arrivé hier à Dakar. Prétexte pour RFM de faire un petit bilan avec la commission générale et les voyagistes privés. Ils se sont prononcés sur les dysfonctionnements et la gestion du drame de Mina. Tous sont d'accord pour qu'il y ait des changements. Ce 13 octobre, le dernier vol en provenance de la Mecque est arrivé à Dakar. Question, y a-t-il de nouveaux cas de décès en dehors des 61 répertoriés? Pour le moment, ces chiffres restent intacts, d'après Moumar Ndaw, membre de la commission du pèlerinage. Les choses sont en train de se passer, on va y voir de plus en plus clair. On ne peut pas prédire l'impossible, mais dans tous les cas, ce qui est important, ce n'est pas le chiffre définitif. De leur côté, les voyagistes privés ont ramené sous leurs pèlerins, hormis les victimes de la tragédie de Mina. Selon Demato, le commissariat général a bien géré le drame. Il est le président de la Fédération nationale des organisateurs privés du Hajj. L'association regroupe quelques agences. Une autorité ne doit pas donner n'importe comment des informations. Il faut vérifier. Dès que la situation s'est présentée, on a créé une chaîne de tout au niveau de la Mecque. C'est cette cellule qui
collecter les données pour les envoyer à Dakar. C'est comme ça que ça doit se passer. Après des dysfonctionnements à l'arrivée et au départ, des mesures s'imposent pour plus de rigueur. Maintenant, il va falloir tirer toutes les leçons nécessaires pour une meilleure compréhension de l'organisation du Hajj 2015 et puis voir maintenant quelles vont être les nouvelles directions, les nouvelles orientations qui permettront donc de mieux organiser et mieux réussir le pèlerinage prochain. Certains parlent d'une privatisation du Hajj. Dembato adhère mais émet des réserves. L'État ne peut pas se désengager totalement. Il faut qu'il y ait un encadrement. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'attendre que toutes les parties soient à Dakar, qu'on se réunisse et qu'on tire les conséquences de ce qui s'est passé, aussi bien au niveau de Dakar qu'au niveau de l'Inde. Les pèlerinages aux lieux saints de l'islam ont presque toujours connu des difficultés au Sénégal. Mais cette année, les incidents de Minna ont mis au grand jour les carences. Privés comme publics s'accordent sur un point, il faut tout revoir. Éducation, une semaine après la rentrée scolaire, les cours n'ont pas démarré dans certains collèges publics de Gour. C'est parce que tout simplement, bon nombre d'élèves n'ont pas de fourniture scolaire. Et les professeurs qui se présentent au quotidien ne peuvent pas commencer les enseignements à Puyouf Junior. Toujours pas de cours dans les collèges visités, mais beaucoup d'ambiance. La plupart de ces élèves n'ont pas encore acheté leur fourniture. Pour certains, c'est la conjoncture qui étrangle les parents. Omar et Betty sont en classe de 4e et 3e. J'attends jusqu'à présent le professeur. Les fournitures, moi, j'attends ma mère pour qu'elle m'achète les fournitures. Je sais pas, jusqu'à présent, j'attends. Il n'y a pas encore d'argent. On se débrouille. Un autre collège, une même ambiance. Les enseignants n'ont toujours pas donné le moindre cours au CM Sali Carrefour. Mohamed, lui, se dit prêt sur tous les plans. On n'a pas encore démarré. On n'a pas encore tenu la réunion des professeurs. C'était aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. Au collège de Grandbourg, il reste des choses à faire avant le démarrage effectif des cours. On n'a pas encore de table de banc. Le tableau n'a pas encore séché. Beaucoup d'élèves se rendent chaque matin dans ces établissements dans l'espoir de suivre leur premier cours de l'année scolaire. Certains n'ont pas encore acheté leur fourniture. Ils s'y rendent avec leur cahier de l'an dernier. Abdou Junior Mour, Radio Futur Média. En plus bref, Fatima Hassim Saleh a été torturée jusqu'à perdre son enfant à la barre ce matin. C'est dans le cadre du procès du Sénabré. Et son mari a également été emprisonné et tué. Ce matin, donc, il y avait beaucoup de pleurs au procès du Sénabré. Nous y reviendrons avec Mme Touré lors de nos prochaines éditions. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale, Binta Diallo, rebonjour. Bonjour Antoine. La Guinée est toujours dans l'attente des résultats provisoires. Tous les regards sont tournés vers la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a jusqu'à ce soir minuit pour proclamer les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle de dimanche dernier. On annonce un taux de participation qui avoisine les 75%. Nous retrouvons à Conakry un de nos envoyés spéciaux à la Samba Diop. La CENI, la Commission électorale indépendante, doit livrer ses résultats provisoires dès le jeudi. Ils sont très attendus ici en Guinée. Mais d'ores et déjà, l'opposition et le pouvoir sont à couteau tiré. C'est le Belém Diallo et six autres candidats poncent du doigt le dysfonctionnement du vote. Le pouvoir minimise, les observateurs internationaux disent qu'il y a certes des manquements, mais qu'ils ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin. Hier, dans l'axe Bandito, Koza Andarnaï, il y a eu des affrontements entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre. Pas de bilan précis pour le moment. Mais au-delà de cette situation, se joue l'avenir de Célé Belém Diallo en tant qu'opposant pour la gestion de l'après-présidentielle. Baouri, le vice-président de l'FDG, le parti de Célé Belém Diallo, reproche à l'opposition d'avoir accepté de participer au processus électoral dont les résultats étaient cités d'avant. D'habitude très critique, il a rejeté la responsabilité à l'opposition au pouvoir, mais il appelle à ne pas jeter de l'huile sur le feu, de même d'installer le pays dans le chaos. Alassane Samba Diop,
Conakry. Merci. La présidentielle au Burkina Faso, fixée au 29 novembre prochain. Une date qui a été retenue par l'ensemble des acteurs politiques. C'est le 29 novembre prochain qu'auront lieu finalement les élections législatives et présidentielles au Burkina Faso. La date va être entérinée aujourd'hui par le gouvernement de transition en réunion du Conseil des ministres à Wambaye. La date retenue pour l'organisation des élections législatives et présidentielles, c'est le 29 novembre prochain, selon Ablassé Ouedraogo, l'un des candidats à l'issue d'une concertation entre tous les acteurs de la transition au palais présidentiel. Cette date est confirmée par Roch-Marc Christian Caboret, un des favoris du scrutin. D'ailleurs, au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, cette date devrait être entérinée. Ces élections doivent mettre un terme à la transition issue de l'insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré après 27 ans au pouvoir. Et c'est 14 candidats qui vont se disputer le fauteuil présidentiel. Nous restons au Burkina Faso où les inculpations commencent à tomber dans l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Des militaires de l'ex-régiment présidentiel auteur du coup d'État en font partie. L'autopsie des restes du corps de l'ancien président du Faso révèle que Sankara a été criblé de balles. Mali, plusieurs civils tués dans l'attaque d'un convoi près de Gao. C'est un groupe d'hommes armés, selon RFI, qui a attaqué hier un convoi de véhicules. L'attaque a eu lieu près de Gao. 6 civils ont été tués. C'est l'attaque la plus meurtrière comparée à celle enregistrée il y a 2 ans sur l'axe Gossi-Gao. Bamako parle d'actes terroristes. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est par ailleurs en visite en France. Il compte mobiliser les bailleurs de fonds pour la reconstruction des régions du Nord. Attentat meurtrier à Maïdougouri, c'est au Nigeria. Bilan 7 morts, 3 attentats suicides survenus hier soir dans le nord-est du Nigeria. Une annonce de l'armée. L'attentat n'a pas été encore revendiqué aujourd'hui, mais depuis quelque temps, Boko Haram a intensifié ses attaques contre des civils au Nigeria. Antoine, c'est tout. Monsieur Diallo, merci. L'actualité, en continu. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne du lundi au vendredi. Vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les résultats de l'équipe nationale de football avec 2 défaites sous la direction d'Aliou Cissé. C'est le débat du jour. Youssouf Bodian, en ouverture de cette page des sports, on reparle de la défaite du Sénégal face à l'Algérie hier. C'était à Alger, 1-0, but marqué par Yassine Biraimi. Deuxième défaite consécutive pour Aliou Cissé, pourquoi les Lions peinent à s'imposer face aux grosses écuries. Tentative de réponse avec Babacar. La dure réalité du terrain pour Aliou Cissé, et c'est l'Algérie. À cause de qui le Sénégal s'était séparé de son entraîneur Alain Giresse après la dernière CAN. C'est l'Algérie qui est encore passée par là. Cette nouvelle défaite du Sénégal face au Sénégal remet forcément en cause les choix d'Aliou Cissé. Une deuxième défaite consécutive après avoir perdu il y a quelques semaines face à l'Afrique du Sud. Le renouvellement indéfini de son effectif trouve ses limites. L'actuel entraîneur du Sénégal semble changer pour changer. L'inefficacité des attaquants qu'il a appelés inquiète après ses matchs contre l'Afrique du Sud et l'Algérie, des adversaires sérieux. La non-sélection des Moussa Sow et autres Dembaba est-elle une erreur? Les problèmes d'humeur présumés entre Aliou Cissé et certains joueurs sénégalais sont inacceptables. Le bon manager, c'est aussi celui qui sait gérer les égos et les états d'âme. Un entraîneur n'a pas le droit de zapper un footballeur sur des bases subjectives, crypto-personnelles. Que voulez-vous, Aliou Cissé, ce n'est pas une grosse expérience, même pas une expérience sur le banc d'un club. Il doit sa nomination à la tête de la sélection du Sénégal à un plébiscite de l'opinion sénégalaise, et tous ceux qui ont réclamé Aliou Cissé comme coach des Lions n'évoquent que son passé de joueur guerrier. On ne parle jamais de technique. On ne peut pas. Youssouf Bodian, la prestation des Lions face au Fennec d'Algérie est inacceptable, oui. Oui, c'est donc acceptable. Hein? C'est l'avis de l'ancien défenseur international du Sénégal, Omar Daf. Ce type de match permet au sélectionneur national d'apporter des correctifs. L'actuel entraîneur adjoint à Sochaux et Jean Estafel. C'est un match serré, un match sérieux. Voilà, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de concentration de la part des joueurs. Le match s'est joué sur un exploit de Brahimi.
Mais dans l'ensemble, je trouve que voilà, l'équipe méritait autre chose parce qu'on peut procurer pas mal de situations, notamment sur le centre de Salucis où Diafra a été marqué. Donc voilà, c'était aussi un bon test. Et puis on sait que dans le football, il faut être concentré jusqu'à la dernière seconde. Les gars se sont créés des situations. C'est pas comme si c'était un match où il s'était rien passé. On a eu des situations, après on a manqué d'efficacité. On restait quand même confiant parce que l'équipe est sur une bonne dynamique, il y a un bon état d'esprit, les gars se battent. Donc quand on voit le match, comment ils ont donné, on ne peut pas leur reprocher grand chose. C'est un match de préparation, on connaît les conditions dans lesquelles l'effort était, il y a eu des blessés, il y a eu quelques petits contretemps, mais voilà, comme je disais, c'est un bon match de préparation. Maintenant, le plus important, c'est les échéances qui attendent la sélection. Donc voilà, ça permet aussi de voir tout le monde. Donc voilà, ça nous jouait, Diafra qui a fait tout le match. Donc voilà, il y a des nouveaux qui étaient là aussi. Donc voilà, comme je dis, le plus important, c'est de bien préparer la compétition officielle. Donc au final, c'est ça. L'objectif, c'est de se qualifier. Omar Dab, donc, qui aussi vient donner un coup de main souvent au staff des Lions le prochain match du Sénégal. Ce sera en début novembre. Les Lions se déplacent à Antananarivo pour affronter Madagascar. C'est pour le compte du second tour des éliminatoires, deuxième tour plutôt, des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Lors du premier tour, Madagascar s'est qualifié aux dépens de la Centrafrique. Une autre mauvaise nouvelle pour les Centrafricains, le gouvernement a décidé de ne plus s'engager, donc engager ses équipes faute de moyens. Antoine. Le nouveau patron de la FIFA, par intérim bien sûr, prend fonction aujourd'hui. Issa Hayatou, plus ancien des vice-présidents de l'instance du football mondial, remplace Seb Blatter pour 3 mois. C'est la durée de la suspension du Suisse pendant ce temps. Qui sera à la tête de la CAF? Comment ça va se passer? Les réponses de Issa Hayatou, qui est au micro de Yves Antonio Ogula au Gabon. Mais nous avions déjà projeté une réunion du 22 au 27, des réunions du 22 au 27 de toutes les commissions et du comité exécutif. C'est à cette occasion que nous allons voir dans quelle mesure nous n'allons pas procéder au remplacement du président pendant la petite période de 90 jours. Mais pour le moment, je ne peux rien vous dire. Ça dépendra du comité exécutif, ça dépendra de l'évolution des affaires au niveau de la FIFA. Vous savez, j'ai été nommé là-bas pour 90 jours. 90 jours, c'est rien, c'est 3 mois. Je peux aussi ne pas désigner mon successeur, enfin un remplaçant pendant cette période. Mais moi, je compte tenu des difficultés qu'il y a de part et d'autre, enfin pas de difficultés compte tenu de l'ampleur des travaux de part et d'autre. Je pense que le comité exécutif acceptera qu'on désigne quelqu'un qui va, pendant les 3 mois, diriger la confédération. Le statut de la CAF, c'est prévu. En cas d'indisponibilité, c'est le premier vice-président de la Confédération africaine de football qui prend. C'est prévu dans nos statuts comme dans tous les autres statuts. Mais là, c'est un cas exceptionnel. Et je ne suis pas indisponible. Je peux très bien, avec beaucoup de courage, associer les deux missions, FIFA et CAF. Bon, mais moi, je n'entends pas peut-être aller dans cette direction. Issa Hayatou donc, qui sera à partir d'aujourd'hui le nouveau patron de la FIFA, avant donc la tenue des élections anticipées le 26 février 2015, une semaine donc après les suspensions de Blatter et de Michel Platini. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu ce mercredi un ancien responsable de la Fédération sud-africaine de football, Lindil Kika. Ce dernier donc ne pourra exercer aucune activité liée au football au niveau national et international lors des 6 prochaines années. Les poursuites contre Lindil Kika ont été donc ouvertes en novembre 2014, Antoine. Merci pour cette page d'espoir.